Minute, ma belle. J'aimerais savoir ce que vous avez dans vos poches. Un passeport, Il y a quelque chose qui dépasse du passeport. carte bleue, qui doit toujours traîner comme ça. Et alors le passeport, Le passeport, il est neuf, il n'y a absolument rien dedans. Ah, je suis un vicomte et je mise sur le rappel à Dieu de mon cher père pour passer comte. vous avez un souvenir de premier passeport? Je devais avoir 10 ans, 12 ans. Vous vous souvenez de votre premier voyage? Premier voyage seul, oui, aux États-Unis à Seattle. Souvenir de passage de la frontière pour aller en Italie avec mes parents et ma petite sœur. Un souvenir d'aéroport? L'aéroport de Lyon, je me souviens que j'adorais les avions et c'est pour ça que j'en ai mis dans un de mes clips au Pogno. Je me souviens que je voulais toujours aller voir les avions avec mes parents qui m'emmènent voir les avions à l'aéroport de Setolas. J'aime vraiment les avions. Vous aimez quoi? L'idée du départ, l'idée d'endroits dans les aéroports ou les avions, ce moment de transit comme ça, entre deux mondes. J'aime bien cette impression d'apesanteur, d'être léger. C'est pour ça que j'ai très peu de choses. Il y a très peu de choses dans mes poches. Mon appartement, qui est assez grand, est complètement vide. Il y a un lit, une table basse et une télévision posée sur le sol. Vous n'êtes pas souvent chez vous? Si, assez souvent. Mais je suis là, je déjeune et je dîne seul sur le parquet ou avec d'autres gens qui apprennent à pique-niquer avec moi. Un souvenir de pique-nique? Tous les jours dans mon appartement. Et le premier souvenir? Dans la forêt de Montdoubleau, ça se trouve dans le Perche. Pique-nique familial, j'en avais marre, je trouvais ça insupportable. Je m'étais enfui sur ma bicyclette. Le problème, c'est que je ne savais pas où j'allais. Vous étiez colérique? Un peu plus obstiné que colérique. Rebelle? C'est un peu exagéré pour un enfant. Vous étiez enfui quand même. Peut-être j'étais juste en fuite. Vous avez quoi d'autre dans vos poches? Alors, reprenons les poches. Ah, mon panda. C'est ma mère qui me l'avait acheté en Chine et je l'ai toujours gardé. Il est toujours dans mes poches, ce qui fait que, en fait, on peut voir qu'il n'a plus vraiment de visage. Ça s'est effacé progressivement. Il n'est plus vraiment noir et blanc, mais il est vraiment devenu quasiment que blanc. Et donc, comme c'est une sorte de petite toupie, Ouais. je l'utilise beaucoup pour prendre des décisions depuis toujours. Et quand je ne sais pas trop quoi faire, c'est lui qui décide. Et ici même, dans les salles de montage, dans les salles d'étalonnage, quand on est en train d'hésiter depuis un quart d'heure sur est-ce que c'est un petit peu trop magenta ou un tout petit peu trop vert, parfois je fais juste ça, et je dis ça c'est vert, ça c'est magenta, et ah, il ne faut pas qu'il tombe. Et on attend de voir vers où il va se diriger. Donc il y a beaucoup de décisions qui ont été prises comme ça, mais en général, les gens avec qui je travaille sont au courant, les gens avec qui je travaille d'un peu plus loin ne sont pas au courant parce que je ne suis pas sûr qu'ils apprécieraient complètement que les décisions aient été prises par un panda. Mais en général, quand j'affirme avec beaucoup d'autorité quelque chose, c'est que le panda a décidé. Quand je suis plus hésitant, c'est que j'ai pris la décision tout seul. Et est-ce que parfois vous pouvez prendre le pouvoir sur votre panda? J'en suis pas à avoir des vraies conversations avec lui. C'est-à-dire que je ne le consulte que quand je suis vraiment trop en train d'hésiter. Vous fiez au hasard? Je me fie à mon panda, pas du tout au hasard, rien à voir. Rien à voir, je me fie à mon panda et j'aime bien cette idée de le laisser décider. Et évidemment, je ne me souviens toujours que des moments où il a eu raison et j'oublie toutes les fois où il s'est planté et où il m'a conduit à la catastrophe. Qu'est-ce qui vous a donné ce tuyau? Personne. J'ai eu cette idée tout seul il y a très longtemps. Je ne prends pas toutes mes décisions comme ça quand même. Vous avez quoi d'autre dans vos poches? Mes clés. Alors je les trouve beaucoup trop grosses. Avant, j'avais juste une petite clé et j'étais très heureux avec cette clé que je mettais toujours dans ma poche arrière droite. Vous bougez beaucoup avec votre appareil. Hein. Ouais, Vous n'avez pas peur que ce soit flou? Non, j'ai pas l'impression. Vous avez peur d'être flou? J'ai peur de tanguer comme sur un bateau. Non, ça a l'air d'aller à peu près. Qu'est-ce qui vous a appris à filmer? Les autres réalisateurs, j'imagine les films que j'ai regardés. On apprend comme ça? Mais moi j'ai quitté l'école très jeune. À quel âge? J'étais encore au milieu du secondaire. Quel parcours? Beaucoup de choses dans tous les sens avant de prendre des photos et je voyageais
beaucoup. J'avais un appareil comme ça, et je prenais des photos argentiques et je les développais même pas, juste j'aimais bien ça, la sensation de tenter de prendre une photo. Et en général, ça ne marchait pas. Ça marchait pas, pourquoi? Parce que j'ai fini par les développer au bout de un an et demi. J'avais vraiment des dizaines et des dizaines de pellicules et il y en avait la moitié qui était floue, l'autre moitié qui était surexposée. Mais quelques-unes avaient exactement ce que je voulais. C'est comme ça que j'ai commencé. C'était quoi exactement ce que vous vouliez? Le fait de capturer la sensation que j'avais ressentie au moment de prendre l'image, le fait de retrouver, d'avoir réussi à fixer des impressions qui caractérisent, je sais pas, ma façon, ma sensibilité peut-être. Assez proche de l'écriture, ce que vous venez de décrire? Oui, mais je crois que c'est assez proche en fait. L'écriture, la musique, la littérature, tout ça, c'est la photographie. Les moyens sont différents. Par exemple, en film, on a besoin de beaucoup plus, sur un tournage, j'ai besoin de beaucoup plus d'éléments, d'une équipe beaucoup plus lourde pour essayer de transmettre mais la même chose. Mais je pense qu'on est tous à la recherche de cette même chose un peu impalpable, de rendre palpable quelque chose d'impalpable. Vous essayez de vous rapprocher de la réalité. De ma perception de la réalité en tout cas. Comment est-ce que vous la définiriez? Pour la définir, il faut regarder mes photos. Donc il n'y a pas de mots? Non, oui, je pense que c'est de l'ordre de l'indicible. Et c'est parce qu'il n'y a pas de mots que c'est intéressant. Et quand je peux trop facilement décrire une image, je me dis qu'en fait, c'est qu'elle n'était pas si incroyable que ça. Ça devient trop un concept et pas assez une sensation. Vous avez dû développer beaucoup de moyens techniques pour arriver à ça? Oui, mais ça me semble pas important. Ça m'a jamais semblé important la technique. Et ça vient après. C'est pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. Vous avez encore des choses dans vos poches? Est-ce qu'il me reste des choses? Donc, il me reste une plaquette d'antibiotiques. Vous avez un billet. Cinéma, Celle de la Terre, le documentaire sur Salgado par Wim Wenders. On découvre ce qu'il a fait ensuite, comment il a replanté quasiment une région entière d'arbres, ce à quoi il se consacre vraiment maintenant en dehors de la photographie. Juste après avoir vu le film, c'est difficile de se retrouver au Flore à Saint-Germain. Quand on voit des films comme ça, on en ressort pas forcément complètement indemne. L'accumulation de tant de souffrances. Et vous souffrez? Non, je suis trop cool pour souffrir, moi. Oui, ça doit m'arriver, je pense. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Compliqué. C'est compliqué à dire? Oui. Quand les choses dépassent une trop grande intimité, ça devient plus difficile de les dire, en tout cas pour moi. Vous préférez les photographier? Oui. Il n'y a rien d'autre dans vos poches? Non. Merci. Merci à vous. Ça fait quoi d'être comte? Rien. Minute, ma belle. Minute, ma belle. Minute, ma